Bonsoir et j'espère que nous sommes en forme. Donc, en attendant que nous connecter, alors si nous connecté et on commence avec enregistrement coulant. Donc, nous allons poursuivre avec la modification de la polarité d'une molécule grâce à des changements et fonctionnels. Donc, semaine dernière, nous avons parlé de ces mêmes modifications que nous avons vues comment, grâce à des changements au niveau de la structure des molécules, donc comment on peut améliorer certains paramètres en pharmacocinétique. Donc, comme vous le savez, la polarité, c'est l'un des facteurs clés à prendre en compte dans l'amélioration de la perméabilité et d'une molécule médicamenteuse, étant donné que la molécule médicamenteuse doit d'abord être dissoute dans le tractus gastro-intestinal. Donc, si le médicament n'est pas suffisamment polaire, donc il ne pourra pas se dissoudre correctement, ce qui va et ce qui aura un impact sur la biodisponibilité du médicament. Donc, c'est toujours dans ce contexte qu'on va poursuivre avec le cours, à savoir à comment améliorer la perméabilité membranaire de médicaments. Alors, quand on parle de perméabilité membranaire, c'est comment améliorer la capacité des médicaments à traverser la membrane plasmique. La membrane plasmique est de nature lipidique, hydrophobe. Maintenant, si le médicament est trop polaire, un médicament trop polaire est incompatible avec la membrane plasmique. Un médicament non polaire, apolaire ou hydrophobe est compatible avec la membrane plasmique. Donc, ce médicament n'aura pas de difficulté à traverser la membrane plasmique. Mais cependant, ce médicament, une fois arrivé dans le sang, ce médicament va être accumulé, séquestré au niveau des tissus adipeux, puisque nous connaissons ce qui ressemble, s'assemble. Donc, et voilà pourquoi il est nécessaire de connaître la polarité des médicaments et de faire des ajustements, question de faciliter et la bonne absorption des médicaments et la bonne distribution et faciliter aussi une biodisponibilité adéquate. Modification de la polarité d'une molécule grâce à des changements fonctionnels. Donc là, on va agir sur les groupements fonctionnels. Il est toujours possible de greffer un groupe fonctionnel polaire, par exemple NH2, OH, COOH. Donc, on peut ajouter des atomes tels que le fluor sur un atome de carbone parce que la liaison carbone-fluor, c'est une liaison polaire, également chlore, etc. Donc, on peut greffer un groupement fonctionnel sur une molécule de médicament lorsqu'on désire en augmenter la polarité. Le thioconazole, par exemple, thioconazole, substance antifongique qui ne sert qu'à traiter les mycoses cutanées parce que cette molécule est trop peu polaire pour se solubiliser suffisamment dans le sang. Trop peu polaire, ok? Donc, c'est un médicament qui est trop peu polaire. Par conséquent, il faudra augmenter la polarité. Maintenant, comment y parvenir? Eh bien, on va non seulement ajouter un groupement OH polaire, mais on va aussi remplacer des hétérocycles, c'est-à-dire des cycles qui gagnent la donne carbone et des hétéroatomes comme azote, oxygène, soufre. Donc, on va remplacer ces hétérocycles par d'autres cycles et plus polaires, OK?
donc ce qui aboutira à une nouvelle molécule qu'on appelle le fluconazole, donc un antifongique actif précoce, qui grâce à son hydrosolubilité soluble dans l'eau, présente une excellente efficacité vis-à-vis des infections systémiques. Donc maintenant, il faut le médicament présente une bonne balance hydrosoluble et entre une bonne balance entre l'hydrophobicité et l'hydrophilie. À l'inverse, il est possible de diminuer la polarité des médicaments lorsque celle-ci est excessive en enlevant des groupements fonctionnels incriminés. Donc, vous comprenez, donc, les deux extrêmes posent problème. Les deux extrêmes posent problème. Un médicament trop polaire ne sera pas absorbé correctement et la fraction qui est absorbée sera excrétée rapidement parce que c'est trop polaire. Mais un médicament qui est trop hydrophobe, qui n'est pas suffisamment polaire, donc ce médicament et ne se dissoudra pas correctement dans le tractus gastro-intestinal et ce médicament pourra être absorbé facilement parce que ce médicament est hydrophobe alors que la membrane des entérocytes est hydrophobe, mais une fois arrivé dans le sang, donc le médicament va être accumulé, séquestré au niveau des tissus adipeux. Donc, il y aura une très, très faible fraction libre du médicament dans le sang puisque pratiquement tout le médicament est séquestré. Donc, maintenant, les deux extrêmes sont à éviter. Maintenant, on regarde qui est la structure de thioconazole et fluconazole. Alors, en termes de structure, qu'est-ce qu'on dit? Fluconazole possède deux groupes triazole, fluconazole, triazole, et deux groupes fluorés très électronégatifs. Donc, il faut savoir que le groupement, et le cycle benzénique avec les deux atomes de fluor, c'est un groupement polaire. OK? Le cycle benzénique avec et les deux atomes de fluor, c'est un groupement polaire. Et la première raison, c'est que la liaison carbone-fluor est une liaison polaire. OK? Donc, il y a deux liaisons polaires ici, liaison polaire ici. Maintenant, si nous considérons ces liaisons comme des vecteurs, OK? Donc, si nous fait résultante là, mais qui côté résultante là tomber. Donc, résultante là, c'est les mêmes cap dit nous si molécule là polaire ou pas. Donc, depuis que vous faites l'addition des vecteurs, des liaisons polaires, donc on considère les liaisons polaires comme des vecteurs. Donc, si on fait l'addition des vecteurs et puis on trouve une résultante, c'est que la molécule est polaire. OK? Donc là, c'est un groupement polaire. OK? Un groupement polaire. Dans thioconazole, ok, c'est un groupement polaire, mais par contre, le fait que la liaison CF est plus polaire que CCl, donc le groupement et le cycle benzénique avec les deux atomes de fluor donc, est plus polaire que le groupe benzénique avec les deux atomes de fluor. Donc, fluor, c'est l'élément le plus électronégatif. Et puis maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Donc, dépendamment de la disposition des atomes de fluor, donc le groupement peut être polaire, le difluorobenzène. Et, et par exemple, je vais vous montrer un groupement mais le même groupement, mais par contre avec des dispositions différentes. Si vous avez fluor ici et puis fluor ici en position para, ici c'est non polaire.
OK? C'est non polaire, tout simplement parce que les deux vecteurs, OK, voilà les deux vecteurs, donc ils sont alignés et puis ils ont deux sens opposés. Donc, quand on fait la somme, donc ça va 0. OK, donc maintenant, si les deux groupements fluo sont en position para, c'est un 4. Donc, on parle de para, méta, ortho, c'est quand vous avez des substituants sur deux substituants sur un cycle benzénique. Donc, c'est à ce moment on parle de para et ortho, méta. Donc, maintenant, dépendamment de la position des groupements, et molécule là capable et polaire ou apolaire. Donc, para un 4 et face à face, c'est apolaire. Mais par contre, ortho, méta, donc il y a polaire. Donc, dans le cas ça que nous avons là, c'est méta. OK? Ici, c'est méta, donc position 1-3. OK, voilà. Donc, ça, c'est méta, donc position 1-3. OK, et puis, qu'est-ce qu'on dit encore? Et thioconazole contient un cycle imidazole, le cycle avec les deux atomes d'azote, un groupe thiazole, thia au soufre, thiol, soufre, contenant du soufre, et une grosse chaîne aromatique, le cycle benzénique. Donc maintenant, et les cycles, les cycles, les, les groupes triazole sont plus polaires par rapport à et ces cycles possèdent moins d'atomes de carbone. OK? Donc, si vous voyez ici, dans le cycle imidazole, il y a trois atomes de carbone et carbone-carbone, alors que dans d'autres groupements, il n'y a pas et carbone-carbone, donc il y a carbone, carbone-azote. Merci. Oui, oui. Et, oui, donc, alors, on regarde qui ça a de sous polarité en bas. Nous avons commencé à parler de la polarité des groupes. Donc, les triazoles dans fluconazole sont fortement polaires car ils contiennent beaucoup d'atomes d'azote capables de faire des liaisons hydrogènes. Les groupes fluorés aussi augmentent la polarité du fluconazole, justement, parce que le fluor est plus électronégatif que le chlore. Alors, quand on parle de polarité, et j'aurais bien aimé que vous compreniez et de quoi il s'agit. Et laissez-moi faire un rappel pour vous. Et l'électronégativité et la polarité dépendent de deux facteurs. La polarité dépend alors la polarité d'une molécule. Alors, bien avant, il faut comprendre, et on parle de la polarité d'une liaison. OK? Par exemple, la liaison CO, c'est une liaison polaire. OK? La liaison CF, c'est une liaison polaire. OK? La liaison CL, ce sont des liaisons polaires. Donc, vous avez ici des liaisons polaires comme OH, etc. Donc, on parle de polarité d'une liaison, on parle aussi de polarité d'une molécule. Maintenant, une molécule qui a une liaison polaire, pas obligatoirement polaire, pas automatiquement polaire. Donc, une molécule capable de des liaisons polaires, mais une molécule est apolaire. Donc, polarité molécule et liaison en lui-même, les dépendent de un seul bagage. Ils dépendent de la différence d'électronégativité entre les deux atomes. Par exemple, le chlore, le carbone, je crois, si je me rappelle bien, c'est 2,1 ou bien 2,2. Et puis, l'oxygène, c'est 3,5. Voilà, électronégativité. Donc, quand on fait différent, la différence, donc, on obtient 1,4. Voilà, 1,4. Donc, la différence indique
que la liaison est polaire. Donc maintenant, pour qu'une liaison est polaire, pour qu'une liaison soit polaire, donc différence d'électronégativité, elle est supposée au moins 0,5. Donc, il y a certains documents qui parlent de 0,4. Donc, on prend la 0,5 ici, au moins 0,5. Donc, c'est à partir d'une différence d'électronégativité que vous commencez à parler de liaison polaire. Non, mais plus la différence est grande, plus la liaison est polaire. Vous comprenez? Plus la différence est grande, plus la liaison est polaire. Maintenant, le fluor, c'est l'atome le plus électronégatif. Donc, c'est une fait différence. L'électronégativité, c'est 4. Donc, moins 2,1. OK, moins 2,1. Donc, ça donne combien? Ça donne 1,9. Voilà. Ça donne 1,9. Normalement, et attends, et carbone, c'est 2,5, je crois. Je crois que c'est hydrogène qui est 2,1 et 2,5 et ça donne 0. Ça donne 1. OK? Ça, c'est 1. Et puis 2,5, ça donne 1,5. Voilà. Donc, presque liaison ionique. Et oui, c'est quoi? C'est ça, oui. Carbone, c'est 2,5, je crois. Hydrogène 2,1, carbone 2,5. Voilà. Donc, ça donne 1,5. Donc, c'est une liaison très, très polaire proche de la liaison ionique. Okay? La liaison ionique, la frontière, c'est 1,7. OK? Donc maintenant, je rappelle que la polarité d'une liaison dépend uniquement de la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui partagent la liaison. Maintenant, la différence d'électronégativité, pour qu'on parle de liaison polaire, il faut que la différence soit égale et supérieure ou égale à 0,5. Maintenant, une molécule capable de liaison polaire, mais une molécule dans les apolaire. C'est le cas de gaz carbonique, par exemple. OK? Maintenant, et avant, il faut faire que gaz carbonique là pour nous. Hein. Et qui ça fait que molécule n'est capable de liaison polaire, les apolaires? C'est parce que et polarité n'a pas dépend seulement de liaison polaire, mais elle dépend aussi de la géométrie de la molécule. Donc, dépendamment de la géométrie de la molécule, eh bien, liaison yo capable de disposer de telle sorte que l'on additionne yo, yon annule l'autre. Songez me dire nous que donc il faut considérer les liaisons polaires comme des vecteurs. Donc, pour capable de deux vecteurs ou additionner yo, et puis yon et les deux vecteurs, donc somme égale à 0. Donc, si vous avez moins 5 plus 5, la base 0, hein, mais c'est comme ça. Donc, si vous avez deux vecteurs qui est gagnent, qui dans le sens opposé, mais qui est égal, mais sans opposé, égal sans s'opposer. Donc, le vecteur ça est égal à, somme vecteur est égal à 0. Et c'est ça qui vient avec gaz carbonique. Donc, gaz carbonique a une géométrie linéaire. Voilà. Voilà, a une géométrie linéaire. OK, donc vous avez deux liaisons polaires, CO et CO à droite, CO à gauche. Donc, c'est même liaison CO, CO, c'est la même longueur. OK, maintenant, voici ce vecteur et voici l'autre vecteur. Je vais me faire droite. Voilà. OK, donc ça nous constate. Donc, deux vecteurs, ça, yo sous même ligne là, yo sous même droite là, mais par contre, il y a une qui orienté qui sens c'est à gauche et l'autre, ça c'est à droite, l'autre c'est à gauche, donc deux sens contraires. Donc, quand on fait la somme, la égale à 0. Donc, voilà une molécule qui possède des liaisons polaires, mais géométrie molécule fait que, eh ben, molécule là, les mêmes les apolaires. Exemple dépend pour nous tout à l'heure, c'est le cycle benzénique avec deux groupements deux atomes de chlore ou bien de fluor. OK, ici c'est, je, je mets chlore, chlore, voilà. Donc pour cette molécule, pour cette molécule, donc cette molécule est apolaire. Est apolaire, pourquoi? C'est parce que il est vrai qu'elle gagne deux liaisons polaires. Voici les liaisons polaires. Cette liaison est polaire. OK? Cette liaison est également polaire.
mais la disposition des atomes fait que liaison polaire. Donc, si nous considérons liaison ça comme des vecteurs, OK, voilà, nous considérons comme des vecteurs. Donc, nous avons deux vecteurs donc, qui est sous même l'élan, qui est coaxial, deux vecteurs qui sont coaxial, et puis, ils ont même longueur, mais ils ont deux sens opposés, donc ça fait que molécule dans les apolaires. Mais si on considère, par exemple, un autre isomère de cette même molécule, ici c'est para, donc on va considérer méta, méta c'est 1,3, ok, voilà méta 1,3. Donc là, donc, si nous prenons vecteur, n'importe que vecteur, le fait que vecteur pas coaxial, voilà, mais un vecteur ici, donc mais l'autre vecteur là, donc nous là, et c'est vrai que eux même, mais voici, donc le vecteur résultant ici, donc ça c'est vecteur résultant que nous jouons là, donc le vecteur, addition de vecteurs ça, il n'est pas nul, par conséquent molécule ça polaire. Donc c'est idem avec ortho, donc ortho, bah, une molécule polaire, alors que para, bah, une molécule apolaire. Donc, vous comprenez que polarité d'une molécule, il pas dépend de liaison polaire, là, mais elle dépend surtout de la géométrie. Dernier exemple que m'apprend pour nous croire, parce qu'il est important quand on parle de polarité, pour nous comprendre de quoi, de qui ça n'a parlé, c'est par exemple le carbone avec des atomes de chlore, bien de fluor, si vous voulez. Ici, c'est la géométrie tétraédrique. OK? Voilà. Donc là, on a un atome de chlore. Avec un seul atome de chlore, c'est polaire. Donc, c'est chloro, monochlorométhane. OK, c'est polaire parce qu'on seule liaison polaire. OK, c'est polaire. Maintenant, avec deux chlores, c'est encore polaire, ok? Parce que géométrie moléculaire fait que, et voilà, ouais, si on prend résultante a tombé là, ok, la tombé là. Maintenant, avec trois chlores, avec trois chlores, avec trois atomes de chlore, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, additionner, il faut d'abord additionner deux. On va additionner deux ça yo, résultante là tombe là. OK, les nous additionner deux ça yo, résultante là tombe là. Ensuite, nous allons additionner résultante là avec notre atome de chlorure. Donc, il va le nos résultante qui tombe dans zone là. Donc, ça veut dire que gagner résultante et pour les trois atomes de chlore, c'est encore polaire. Mais si on considère les quatre atomes de chlore, tétrachlorométhane, n'a pas écrit tétrachlorométhane, pas polaire, parce que, mais résultat, yon annulé l'autre. On regarde ça rapide. Maintenant, si nous prenons deux atomes, ça, nous additionnons, deux vecteurs, ça, résultat, là, tomber là. OK, mais résultat, OK, voici la résultat. Donc, si nous prenons deux ça autour, nous additionnons, résultat, là, tomber là. Ok, maintenant, si nous regardons deux résultats de ça, comment vous voyez, donc, yo coaxial et puis yo annulé l'autre. Donc, tétrachlorométhane, lui-même, c'est une molécule polaire, alors que il y a quatre liaisons polaires, liaison C, Cl, qui polaire. Donc, voilà, j'espère que tu rappelles ça sur la polarité est utile, non? Pour nous comprendre. On a parlé de groupement polaire, de polarité, d'augmenter la polarité, diminuer la polarité, de quoi en fait il s'agit en réalité. À l'inverse, le thioconazole a une structure plus hydrophobe, ok, plus hydrophobe, donc moins polaire, beaucoup d'atomes de carbone dans les cycles aromatiques qui réduit la polarité. Alors, quand on parle de cycle aromatique, on ne fait pas seulement référence au cycle benzénique, mais on fait référence également au cycle imidazole et au cycle thiazole. Ce sont effectivement des cycles
aromatiques parce que ce sont des... Alors, conditions pour qu'il y ait un cycle aromatique, il faut qu'il plane, faut qu'il y ait 2N plus 4 électrons délocalisables. Donc, N, c'est un nombre entier et supérieur ou égal à 0. Et puis, faut qu'il y ait et faut qu'il est entièrement conjugué. Donc la conjugaison, hein, donc nous gagnons les hétéroatomes qui participent dans la conjugaison. Donc c'est pi sigma n, etc. Voilà, donc là, dans choconazole, il y a trois cycles benzéniques, il y a trois cycles aromatiques. Donc, le cycle benzénique est aromatique, le cycle imidazole est aromatique, le cycle antiazole est aromatique. Modification du pKa d'une molécule grâce à des changements de substituants de type N-alkyle. N-alkyle, c'est-à-dire vous avez un atome d'azote, ok, qui possède un groupement alkyle comme substituant. Ok, par exemple, gen NCH3. NCH3, donc là, si wap nou me molekule sa, wap di se N, an da di pou gen yon, par exemple, ban mette la etil, ok, la se etil, epi la, mwen gen yon hidrojen. Donc, si map nou me molekule sa, sa map di se N-metil, donc sa se yon amine secondaire, map di se N-metil, N-méthyle, et puis éthanamine. Éthane, ouais, éthyle qui la éthanamine. Donc là, moi, gagné, là, on parle de type N-alkyle. Donc, N-méthyle, là, c'est N-alkyle. Alors, le pKa joue un rôle dans le degré de ionisation des molécules médicamenteuses. Donc, plus la molécule est ionisée, c'est plus difficile et c'est plus molécule ça a bien difficulté pour traverser membrane plasmique là. Plus molécule là gain charge là-dedans, c'est plus la bien difficulté pour traverser la membrane plasmique. Or, le pKa, eh bien, lui-même, il joue un rôle important dans le degré d'ionisation des molécules médicamenteuses. C'est pas seulement des molécules médicamenteuses, c'est toute molécule que pKa capable d'influencer l'ionisation yo, moyennant que yo gen des groupements ionisables. OK, les groupements ionisables et c'est le groupement NH2 qui a transformé en NH3+, et puis le groupement COOH qui a transformé en COO-. Groupement ionisable, je reprends pour vous, c'est NH2 qui NH3+, et puis COOH qui a transformé en COO-. OK? Donc, les médicaments dans le pKa se situent hors de la fourchette 6-8 ont tendance à être exagérément ionisés et seront donc très faiblement absorbés au travers des membranes plasmiques. Or, il est en général assez facile de modifier leur pKa en vue de les ramener dans la fourchette idéale. Par exemple, le pKa d'une amine peut être modifié en changeant les substituants alkyles. OK, en changeant les substituants alkyles. OK, en aller. Il est cependant assez difficile de prévoir dans quelle mesure de tels changements affecteront le pKa. Certes, le déplacement de groupes alkyles déjà présents par de plus volumineux doit, en principe, se traduire par un effet électrodonneur qui exalte la basicité. Alors, et la dernière phrase là, en principe, se traduire par un effet électrodonneur qui exalte la basicité. Et en chimie organique, biochimie, quand on parle de base, généralement, on fait référence à ce groupement. Le groupement NH2
Donc, confère aux molécules un caractère basique. OK? Et c'est une raison qui fait que vous parlez de base azotée. Donc, les bases puriques et les bases pyrimédiques, donc on les appelle bases azotées, donc ils sont riches en azote. Donc, ce groupement, c'est un groupement et on l'appelle, et c'est les mêmes qui baillent caractère basique à composés organiques. OK? Maintenant, et cette basicité est capable d'augmenter, est capable de diminuer en fonction de qui groupement qui lie ensemble avec elle. Si par exemple il y avait un groupement R, le groupement R c'est un groupement électrodonneur, mais les groupements électrodonneurs augmentent la basicité des bases, alors que le groupement électrodonneur, c'est G, on met GD pour eux. Les groupements électrodonneurs comme les groupements alkyles, qui ça fait, de augmenter la basicité des bases, alors que les groupements électroattracteurs, mais qui ça fait même de diminuer la basicité. Bon, prends un exemple pour nous rapidement. Si par exemple nous gagnons yon azote NH qui lié avec deux groupements R et puis nous gagnons une amine secondaire, ok? Nous gagnons une amine primaire, donc RNH, donc notamment de nous entre deux amines ça, qui est-ce qui est plus basique, mais amine qui lié avec plus de groupements électrodonneurs, là, à savoir l'amine secondaire, il y a deux groupements électrodonneurs, R d'un côté, R de l'autre côté, eh ben, amine secondaire là, plus basique que amine primaire là. Amine tertiaire qu'il y a avec trois groupements R prime, R second, mais les mêmes la plus basique que amine secondaire. Secondaire à plus basique que amine primaire parce que la basicité augmente avec les groupements électrodonneurs. La basicité, les groupements électroattracteurs diminuent la basicité. Si groupement nous gagnons comme groupement électroattracteur, donc nous gagnons par exemple les halogènes, nous gagnons NO2, nous gagnons la phosphoraldéhyde. Donc ce sont des groupements électroattracteurs. Toutefois, le fait d'augmenter le nombre pour la taille des groupements alkyles aura aussi pour effet d'accroître l'encombrement stérique autour de l'atome. Ceci gênera les molécules d'eau appelées à solvater la forme ionisée de la base et empêchera l'ion d'être stabilisé. OK? Donc, ça va empêcher l'ion stabilisé. Donc, alors, il est vrai que les groupements alkyles, alors, son dilemme, son problème qui gagne, et groupement alkyle a augmenter basicité, mais par contre, groupement alkyle yo même, y a accroître l'encombrement stérique, c'est-à-dire que yo pral vin créer un gène stérique, yo pral vin cacher, ok? Yo pral vin empêcher l'accès aux atomes d'azote parce que yo même c'est des groupements qui plus ou moins volumineux et ça va le faire que atome azote là qui gagne capacité pour former des liaisons hydrogènes soit avec l'eau ou bien soit avec des groupements fonctionnels de l'acide thérapeutique. Donc, ça va diminuer la capacité azote pour le réagir. OK? Donc, ça va diminuer la capacité azote pour le capable de réagir. Modification du pKa grâce à des changements de substituants sur des cycles aromatiques. Le pKa d'une amine ou d'un acide carboxylique aromatique peut être modifié. Et quand on parle de amine ou acide carboxylique aromatique, c'est-à-dire c'est un cycle benzénique lié avec un groupement amino ou encore un cycle. Donc, dans le cas d'un cycle benzénique lié avec un groupement amino, c'est aniline, aniline
ou encore avec un groupe acide carboxylique, c'est acide benzoïque, ok? Donc, peut être modifié en ajoutant des substituants électrodonneurs ou électroattracteurs sur le cycle concerné. La position du substituant par rapport à la fonction amine ou carboxylique est de toute importance si le dit substituant réagit avec le cycle selon un processus de résonance. Donc, depuis nous avons résonance, nous avons délocalisation des électrons, nous avons système conjugué. OK? Donc, pour qu'il y ait délocalisation, il faut qu'il y ait dans la molécule donc un système conjugué. Donc maintenant, les groupements, c'est même bagay la n'a dit là, groupement électrodonneur, groupement électroattracteur, donc ils sont capables modifier acidité et basicité moléculaire. Donc modification basicité et acidité, hein, mais la gagne une influence sur le degré d'ionisation moléculaire, donc sur pKa et moléculaire. Donc, une variante de cette stratégie consiste à emballer un azote basique sous une forme d'un cycle, sous forme d'un cycle. Donc, la structure de type benzamidine, donc on est ici, benzamidine, par exemple, présente une activité antithrombotique, c'est-à-dire qui s'oppose à la formation de thrombose. Thrombose, c'est caillots formés dans les vaisseaux sanguins. Et par exemple, encore que le groupe amidine qui est présent est trop basique. Donc, le groupe amidine est trop basique. Le groupe amidine est trop basique. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'incorporer un tel groupe dans un système cyclique de type isoquinoléine diminue la basicité. Donc, le groupe benzamidine ou encore amidine est trop basique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il intégrer groupe ça dans un cycle et qui vient un cycle isoquinoléine. OK? Donc, qui viennent diminuer basicité. Non seulement il y a ajout de... Alors, il y a plusieurs facteurs qui augmentent. Alors, ça qui diminue basicité essentiellement ici, c'est le fait que on vient gagner azote ça, tout de azote qui est capable de participer dans la délocalisation des doublets pi. Chaque atome d'azote a un doublet non liant. Alors, c'est pas doublet pi, doublet non liant. Donc, doublet non liant, ça est capable, en fait, de participer dans la délocalisation des électrons et basicité elle dépend de ce doublet non liant porté par l'azote. Voilà. Et la basicité et du groupement aminol dépend du doublet non liant. Voici le doublet non liant. Donc maintenant, si dans une molécule, ce doublet a la capacité de se déplacer, eh bien, depuis doublet, ça a une capacité pour le déplacer, c'est que basicité a diminué. Basicité a dépend de lui. L'aile fixe, mais il contribue à basicité correctement, mais l'aile a une capacité pour le déplacer. C'est-à-dire que est en conjugaison avec une doubliaison, par exemple, là, OK? Est-ce que nous voilà? Donc, il est en conjugaison avec une doubliaison. Donc là, on va venir gagner déplacement double ça. Donc, qui est va diminuer sous basicité molécule. Conception de médicaments par modélisation moléculaire. Maintenant, nous parlons, ouais, nous terminer avec cette question de comment améliorer la perméabilité et membranaire de médicaments. Donc, on peut agir sur la polarité. OK? On peut agir sur la polarité. C'est sur la polarité qu'il faut principalement agir. Donc, nous avons vu comment et augmenter ou diminuer la polarité
et comment augmenter ou diminuer le pKa d'une molécule médicamenteuse. Maintenant, parlons de comment en fait rendre des médicaments plus résistants vis-à-vis de leur hydrolyse ou de leur biotransformation. Donc, on va parler ici de l'instabilité métabolique. Donc, il y a certains médicaments qui sont instables sur le plan métabolique. Donc, maintenant, il convient d'augmenter et de résoudre ce problème, ok, de résoudre ce problème, donc ce problème d'instabilité métabolique. Alors, diverses stratégies peuvent être mises à profit pour rendre certains médicaments plus résistants vis-à-vis de leur hydrolyse ou de leur biotransformation, ce qui a pour effet de prolonger l'activité de ceux-ci. On regarde différentes stratégies. Ça, donc, première stratégie, c'est placement de boucliers stériles. Les boucliers stériles sont des groupements, par exemple, des groupes alkyles, qui pourraient bloquer, empêcher les enzymes d'attaquer les groupements fonctionnels. Donc, bouclier stérile qui pourrait créer un gène, un encombrement stérile qui va empêcher que enzyme qui est responsable de dégradation de hydrolyse médicaments, et même bouclier stérile va empêcher que enzyme ça arrive sur le groupement fonctionnel là. Certains groupes fonctionnels sont plus sensibles aux dégradations chimiques et enzymatiques que d'autres. Ainsi, les amides et les esters sont particulièrement disposés à se laisser hydrolyser. Donc, notez ça, les amides et les esters sont plus vulnérables métaboliquement que d'autres groupements fonctionnels. Une stratégie classique qui est mise à profit pour protéger de tels groupes consiste à ajouter des boucliers stériques conçus pour gêner l'approche d'un nucléophile ou d'une enzyme au voisinage du groupe sensible. OK? Donc, le groupe sensible, donc, c'est la fonction amide, c'est la fonction ester. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter des boucliers autour de la fonction ester. On va ajouter de gros radicaux alkyles comme radical terte butylique. Donc, cap empêcher enzyme nan rive sous fonction ester là, encore fonction amide. En général, il suffit de positionner un groupe alkyle volumineux, comme par exemple terte butylique, à proximité immédiate du groupe fonctionnel en question. Par exemple, le simple ajout d'un groupe terte butyl dans la molécule d'une substance anti-rhumatismale sert de bouclier stérique et empêche l'hydrolyse de la liaison peptidique terminale. Voilà. Et voici la liaison peptidique terminale ici. Voici la liaison peptidique dont on parle. OK? Donc, voici le bouclier stérique. Donc, ici, c'est le radical terte butylique. Donc, le fait d'ajouter le radical tertile, là, sou te gen nan place radikal la CH3. Donc, CH3, ki sa li pa empêche vraiment enzyme nan vin atake liaison ça. Mais étant donné que le radical tête butylique est plus volumineux, plus gros, donc il crée un gène stérique. Il crée un encombrement stérique, c'est-à-dire qu'il prend un peu l'espace. Donc, le fait qu'il occupe un peu l'espace, donc ça empêche enzyme nan vin attaquer facilement la liaison peptidique ici. Donc, c'est technique, ça, c'est une stratégie que vous utilisez. Les boucliers stériques, c'est de groupements volumineux, donc qui est capable d'occuper un peu l'espace et empêcher des enzymes d'attaquer des groupements fonctionnels avec facilité. Maintenant, nous allons parler d'une deuxième stratégie des bioisostères et effets électroniques.
Une autre méthode couramment employée pour protéger un groupe fonctionnel fragile consiste à stabiliser un tel groupement d'un point de vue électronique en se servant d'un bio-isostère. Donc, il y a deux termes à définir ici. Il y a isostère et je pense que voilà, c'est là, on parle ouais. Il y a isostère et bio-isostère. C'est quoi un bio-isostère? Alors, dans isostère, ce qu'il faut voir, il faut voir iso, c'est même, égal, et stère qui est en rapport avec sté, espace. Donc, c'est-à-dire c'est des molécules qui occupaient même espace là, ok, même volume et qui ont même volume dans l'espace, ok. C'est des groupements qui ont même volume. Isostères, c'est des groupements qui ont même volume dans l'espace. Par exemple, si je prends CH, CH, donc avec moi CH, c'est et 5 électrons. Si nous apprenons qui est encore là, on l'autre molécule qui a 5 électrons également. Donc, il y a même volume dans l'espace. Mais si je remplace une par l'autre et puis l'effet thérapeutique est conservé dans la molécule médicamenteuse, à ce moment, on dit c'est un bioisostère. En garde de définition, on dit un bioisostère est un groupe chimique qui sert à remplacer dans une molécule de médicament un autre groupe sans en altérer l'activité biologique recherchée. Donc, c'est comme si on gagne dans un médicament un groupement CO, groupement CO l'hydropolaire, on va le remplacer par CH. Maintenant, les remplacer par CH. Donc, deux groupements ça occupent le même volume dans l'espace, mais le remplacer le groupement CO par CH, mais molécules ont toujours conservé propriétés thérapeutiques. Donc, si les propriétés thérapeutiques ou encore l'activité biologique est conservée, donc je parle de bioisostère. OK? Si l'activité biologique est conservée, je parle de bioisostère. Cette opération vise en général à améliorer d'autres caractéristiques du médicament, entre autres la stabilité de celui-ci. En garde isostério, isostério, c'est des molécules qui gagnent et des groupements qui gagnent même valence. On a parlé de valence là, ou de même nombre d'électrons de valence. Électrons de valence, c'est les électrons de la couche périphérique. Carbone, on regarde ensemble, carbone gagne 4 électrons de valence, lié avec 3 hydrogènes. Donc, 4 électrons de valence carbone plus 3 électrons de valence pour 3 hydrogènes, ça fait 7. Ça fait 7 électrons. En aller, et ça veut dire que en aller, après ça, on a dit ça, hein, azote a 5 électrons de valence liés avec 2 hydrogènes. Chaque hydrogène gagne un électron de valence. Voici hydrogène avec un électron de valence. Azote a 5 électrons de valence. OK? Voilà les 5 électrons. Le doublet, le trait ici, c'est 2 électrons. Donc, si nous gagnons 2 hydrogènes, je vais mettre le groupement pour nous voir bien, pour nous bien comprendre. C'est l'important pour nous faire exemple. Voilà. Il y a avec 2 hydrogènes. Pas oublier que chaque hydrogène a un électron de valence. OK? Je vais mettre notre hydrogène dans là. Donc, si on contrôle les électrons de valence, nous là, mais électrons de valence, donc nous c'est 7. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va le faire pour carbone. Carbone lui-même, il a 4 électrons de valence. OK? Il y a avec 3 hydrogènes. Hydrogène ici. Hydrogène ici. OK? Hydrogène. Et puis hydrogène ici. Donc, et compter avec combien d'électrons de valence il y a, ça fait 2 et 4. Et ça fait, et combien là? Ça fait 6. Et puis si nous passons par ça, donc ça fait 7. Donc, ouais, 7 électrons pour NH2, 7 électrons pour CH3. Donc, CH3, NH2, mes deux groupements, ça, ce sont des isostères. Donc, tout ça, c'est isostère. Par exemple, si nous prenons OH, OH, mais numéro OH, OK, donc c'est tout, voilà, et OH.
Et oxygène, c'est 5 électrons. Oxygène, c'est 6 électrons. OK, voilà, oxygène, c'est 6 électrons, mais oxygène, et puis mes grains d'électrons azote là. Donc, 6 électrons de valence, donc ça fait 7, 1, 2, 3, plus 4, les deux doublés, ça fait 7. Donc, tout groupement ça, nous est là, yo. Tout ça, yo, nous est là, yo, et bien, yo même, yo gagne 7 électrons de valence. Yo gagne le même nombre d'électrons de valence, même nombre d'électrons de valence, ok? Donc, yo di c'est des groupements univalents. Pour qui ça, univalent, c'est parce que là, le nou développe et schéma de Lewis groupement, nou chaque groupement un électron célibataire, nou électron célibataire, électron célibataire, électron célibataire, je dis groupement univalent. Donc, tout groupement ça qui a 7 électrons de valence, mais ils occupent le même volume dans l'espace. Maintenant, si dans un médicament, moi, j'ai un groupement CH3, ok? M'gon CH3. CH3, il fait que médicament 3 et hydrophobe, et même capable de remplacer le groupement ça par NH2 parce que NH2 occupe le même volume avec CH3. Maintenant, le remplacer et CH3 par NH2, si biologie et activité biologique médicament ou encore propriété thérapeutique médicament conservé, à ce moment, et CH3 et NH2, il y aurait les bio-isostères. Donc là, il y aurait les isostères, mais leur remplacer une par l'autre dans une molécule et qu'il y a conservation de l'activité biologique du médicament, et même ces groupements sont des bio-isostères. Voilà. Donc, je pense que nous assez clair sur l'exemple ça que nous prenons là. Donc, nous gagnons tout ça, c'est des isostères, mais par contre, il y a même bivalent, parce que il y a deux électrons célibataires, ça va trivalent, il y a trois électrons célibataires, et tout cycle ça est équivalent, c'est-à-dire que nous sommes capables de remplacer l'autre correctement, parce que ils occupent le même volume dans l'espace. OK? Donc, il est également possible de remplacer un groupe ester labile par un groupe amide. Donc, ce qui revient à mettre un NH à la place de l'oxygène. Regardez bien, non pas ouais NH li dans même famille avec oxygène, justement, parce que y a le même nombre d'électrons de valence. Regardez pour nous, ouais. Oxygène, c'est 6 électrons de valence, OK? NH, c'est 6 électrons de valence. Azote la gagne 5, et puis les nous associés là avec un hydrogène, ça fait 6. Donc, oxygène capable de remplacer NH, NH capable de remplacer oxygène, mais si le nous fait remplacement, il y a conservation de la propriété thérapeutique, des propriétés thérapeutiques de la molécule, en un O avec NH après les bio-isostères. OK, donc on poursuit. OK, donc maintenant, on fait appel, l'impression de sauter en slide, on fait appel aux isostères pour en faire des bioisostères. Les isostères sont des atomes ou des groupes d'atomes qui présentent la même valence au nombre d'électrons dans la couche externe. Ainsi, par exemple, SH, NH2 et CH3 sont des isostères de OH, sont des isostères de OH, tandis que soufre, NH et CH2 sont des isostères de O. Ainsi, le simple fait de remplacer le groupe méthyle d'un ester acétique par NH2 aboutit à un groupe fonctionnel de type uréthane qui est beaucoup plus stable que l'ester d'origine. Et alors,
En allait, on dit le fait de remplacer le groupe méthyle d'un ester acétique, un ester acétique, donc un ester, et bah, m'écrit pour nous comprendre, ester acétique, c'est-à-dire que c'est un ester, nous connaissons un ester, c'est le produit de la réaction entre un alcool et un acide carboxylique. Maintenant, l'acide carboxylique ici, c'est acide acétique. Les acteurs disent ester acétique. OK? Voilà. Et la fonction, voici la molécule d'acide acétique. Donc, pour nous capables de ester là, ça n'a fait, n'a juste remplacé et n'a juste et ajouté OR ici. OK, voilà. Donc, on a OR, ester acétique. Donc, maintenant, si pour remplacer ce groupement, regardez bien, oui. Donc, ce groupement ici par NH2, qui c'est un isostère de CH3. Donc, on avait CH3 ici, nous allons remplacer CH3 par NH2. Et bien, nous allons venir un groupe qui est l'uréthane. OK, uréthane. Ce groupement s'appelle uréthane, mais uréthane est beaucoup plus stable que la fonction ester qu'on avait précédemment. OK? Donc, est-ce que vous voyez l'avantage d'utiliser des isostères pour stabiliser les molécules? Donc, avec le groupement CH3, nous avons seulement ester qui est très fragile, mais en remplaçant l'ester par un groupement équivalent et c'est NH2. Donc, on transforme en uréthane qui vient beaucoup plus stable par rapport à la fonction ester qu'on avait précédemment. Les amides résistent bien mieux à l'hydrolyse que les esters, à nouveau en raison de la paire électronique libre de l'azote qui exerce un effet électrodonneur vis-à-vis du groupe carbonyle, le rendant ainsi moins électrophile. On se doit aussi de faire remarquer que les bioisostères diffèrent des isostères. Donc, c'est la persistance de l'activité biologique principale et non la valence qui détermine si un groupe est bioisostère. Alors, pourquoi les amides résistent bien mieux à l'hydrolyse que les esters? Mais c'est parce que on le dit là, oui, et la paire électronique libre de l'azote qui exerce un effet électrodonneur vis-à-vis du groupe carbonyle, donc rend le groupe carbonyle moins électrophile, ok? Donc rend le groupe carbonyle moins électrophile. Alors, la formule générale des amides, c'est CO CONH, voilà, NH2. OK, donc il y a sur l'azote un double non-liant. Donc, ce double non-liant est capable de participer à une délocalisation. OK, délocalisation, ça parle de la structure de résonance. Donc, maintenant, nous avons deux structures de résonance. Donc, il y a une moyenne que nous appelons hybride de résonance. Côté que nous parlons, ouais, en fait, électrons sont répartis entre les différents atomes qui participent à la délocalisation, à savoir azote, carbone, oxygène. Donc, cette délocalisation, donc, il gagne, en fait, un impact sur donc, le caractère électrophile donc, du carbone fonctionnel. OK, donc, ça qui fait que, donc, et le fait qu'il vienne moins électrophile, donc est plus résistant vis-à-vis des attaques nucléophiles. Donc le fait qu'il est moins électrophile, donc attaque nucléophile et pas trop bien marché avec carbone ça. Donc là, on a parlé de électrophile, donc pouvoir et vis-à-vis, son vis-à-vis, c'est nucléophile. Base acide, réducteur oxydant, nucléophile, électrophile.
Modification stéréoélectronique, un instant. Modification stéréoélectronique, l'encombrement stérique couplé à des effets de stabilisation électronique est une stratégie qui permet de protéger des groupements labiles. Alors, il y a encombrement stérique, c'est le fait d'utiliser de gros des groupements volumineux comme terte butyle, mais ça me dit nous c'est que lorsque dans une molécule, il y a délocalisation, il y a l'effet résonance. En fait, l'effet résonance, il stabilise les molécules. Et stabilisation conduit à une perte de réactivité. OK, nous sommes capables de dire, par exemple, plus une molécule est stable, moins elle est réactive. Plus une molécule est stable, moins elle est réactive. Donc, la résonance stabilise les molécules. Et par exemple, l'on parle de résonance, c'est une molécule qui gagne la donne au système conjugué côté que les électrons sont capables de délocaliser. Et chaque fois où gagne une délocalisation, il y a une nouvelle structure qu'on appelle structure de résonance. Et plus vous avez de structure de résonance, c'est plus la molécule est stable. OK? Plus vous avez de structure de résonance, c'est plus la molécule est stable. Donc maintenant, on peut stabiliser et là, on dit l'encombrement stérique couplé à des effets de stabilisation électronique est une stratégie qui permet de protéger les groupes labiles. Ainsi, la procaïne est manifestement un anesthésique local valable, mais de courte durée d'action en raison de l'hydrolyse assez aisée de la fonction externe. Donc, la fonction externe n'est pas protégée, n'est pas bien protégée, et par conséquent, elle est hydrolysée facilement. Donc, cette hydrolyse facile fait que le médicament, il paraît en pile dans l'organisme, durée d'action très courte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va protéger la fonction externe et cette protection va augmenter la durée d'action du médicament. En remplaçant le groupe ester par une entité amide, en remplaçant le groupe ester par une entité amide, beaucoup moins sensible, l'hydrolyse chimique s'en trouve réduite. De surcroît, la présence de deux groupements méthyl en ortho sur le cycle aromatique contribue à protéger la fonction carbonyle vis-à-vis de l'attaque des nucléophiles ou par des enzymes. Celui-ci aboutit à la lidocaïne, un autre anesthésique local dont la durée d'action est considérablement prolongée. Donc, voici la procaïne. Nous gagnons procaïne, côté que nous gagnons une fonction externe qui est très vulnérable. Cette fonction externe est vulnérable. OK? Donc, ce qui fait que depuis les tombées dans le corps, eh bien, on gagne des enzymes qu'on appelle estérase qui viennent, qui hydrolysent. Donc, ça fait que la durée d'action de cocaïne est très courte. Maintenant, étant donné que c'est un très bon anesthésique, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des modifications et on augmente l'encombrement stérique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour augmenter l'encombrement stérique? Regardez bien, dans le cycle benzénique ici, il n'y avait pas de groupement méthyle, mais qu'est-ce qu'on fait? On ajoute deux groupements méthyle en position méta. Donc, ça qui vient créer qui ça, un encombrement stérique
qui va empêcher enzyme nan venir avec facilité au voisinage de la fonction. Qu'est-ce qu'on a fait également? Eh bien, on a en fait remplacé, si vous voulez, donc l'atome d'oxygène ici. On a remplacé l'atome d'oxygène par quoi? On a remplacé l'oxygène par un groupement NH. Donc, mais songez que oxygène, c'est 6 électrons valence. NH, c'est 6 électrons valence. Donc, NH, oxygène, ce sont des isostères. Mais comme les propriétés anesthésiques l'ont conservé, donc là, ce sont des bioisostères. Donc, on a transformé la fonction ester en fonction amide. Maintenant, amide là, étant donné que amide là plus stable que ester là, donc ça vient fait que durée d'action li augmente. Donc là, on a utilisé l'encombrement stérique associé à la stabilisation électronique pour augmenter la durée d'action d'une molécule médicamenteuse. Mise à profit des bloqueurs métaboliques. Toujours, quand on parle du bloqueur métabolique, donc on parle du bouclier stérique. Lors de la biotransformation de certains médicaments, des groupes polaires, et non, on ne parle pas de bouclier stérique ici, c'est surtout des groupements qui sont résistants à certaines réactions chimiques, ok, à des biotransformations. Et c'est des groupements qui sont sensibles à des réactions chimiques qu'on va remplacer par d'autres qui sont plus résistants. Il ne s'agit pas vraiment de boucliers stériques, c'est tout simplement des bloqueurs métaboliques, des groupements qui vont empêcher la métabolisation trop rapide d'une molécule médicamenteuse. Lors de la biotransformation de certains médicaments, des groupes polaires sont introduits en des positions très précises de leur squelette carboné. L'acétate de mégestrol, par exemple, qui est un contraceptif oral, se fait oxyder en position 6. C'est-à-dire, un groupe hydroxyle permet grâce à sa polarité de former des dérivés conjugués hydrosolubles, par exemple des dérivés glucuronoconjugués, qui seront rapidement éliminés de l'organisme. Donc, ce groupement hydroxyle donc, permet une métabolisation rapide du médicament. Mais qu'est-ce qu'on va faire? En introduisant un groupe méthyle stable en cette position, le métabolisme de la molécule est bloqué, de sorte que l'activité du médicament se trouve prolongée. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit il retire au H net et, et alors on parlait de OH et acétate de mégestrol. Donc là, donc dans le cas ça, on a dit là, normalement, c'est OH là, on a supposé et transformer en méthoxy, ok, transformer en méthoxy. On regarde qui ça a fait. On regarde qu'est-ce qu'on fait. En fait, ok, en fait, ici, le carbone, alors justement, qu'est-ce qu'on dit? Il se fait oxyder en position 6. En fait, l'oxydation ici, c'est un groupement hydroxyle qui est ajouté en position 6. Donc, dans le médicament, il n'y a pas de groupement OH. OK? Il n'y a pas de groupement OH. Mais par contre, lors du métabolisme du médicament, je rappelle que le métabolisme a pour rôle de transformer la molécule médicamenteuse en un intermédiaire et réactionnel beaucoup plus polaire de façon à faciliter son excrétion urinaire. Maintenant, rendre un médicament beaucoup plus polaire, c'est ajouter des groupements polaires comme OH. Donc maintenant, lors du métabolisme de acétate de mégestrol, le carbone 6 est transformé
un groupement OH. Donc, il y a un groupement OH qui est ajouté ici. Donc, c'est une réaction d'oxydation. OK? Donc, ce groupement OH qui est ajouté ici va faciliter, va augmenter la polarité de la molécule et par conséquent faciliter son excrétion. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour bloquer cette réaction métabolique, cette oxydation métabolique? Eh bien, on ajoute un groupement méthyle. Eh bien, ce groupement méthyle bloque le métabolisme, bloque la transformation du carbone 6 et en OH. Donc, le groupement méthyle, en fait, bloque cette biotransformation et par conséquent, et augmenter la durée d'action du médicament en question. Enlèvement de certains groupements sensibles aux biotransformations, certaines fonctions chimiques sont particulièrement sensibles ou vulnérables en présence des enzymes intervenant dans le métabolisme. Par exemple, les groupes CH3 qui sont positionnés sur des cycles aromatiques se laissent bien souvent oxyder en acide carboxylique. OK? Donc, à remarquer ici, donc, nous pas gain un groupement CH3, on ajoute un groupement méthyle ici, mais il n'y a pas ajouté sur un cycle benzénique. Donc, les méthyles qui se laissent facilement oxyder en acide carboxylique, eh bien, ils même liés à un cycle benzénique. Et si vous regardez bien, dans l'acétate de mégistrol, il n'y a pas de cycle benzénique. Donc, ici, on parle de groupement méthyle lié sur des cycles aromatiques, ok, aromatiques, qui se laissent bien souvent oxydés en acide carboxylique. Donc, de tels acides peuvent alors être rapidement éliminés de l'organisme parce que le groupement acide, c'est un groupement polaire. OK? Donc, l'augmentation de la polarité de la molécule suite à la transformation d'un groupement méthyle en acide carboxylique donc, va faciliter l'excrétion rapide du médicament. Donc, parmi les autres réactions métaboliques courantes, il y a le C-hydroxylation sur chaîne aliphatique, c'est-à-dire ajout de groupement hydroxyle sur une chaîne aliphatique, sur des cycles aromatiques. Il y a les N et S oxydations, les O et S désalkylation ainsi que les désaminations. Donc, toutes réactions, ça, c'est des réactions courantes que nous sommes capables de joindre lors du métabolisme des médicaments et par conséquent, il nous convient dans ce cas d'enlever ces groupements, d'enlever certains groupements juste pour éviter l'élimination trop rapide des médicaments. Lorsqu'on cherche à prolonger la durée d'action de médicaments qui contiennent des fonctions chimiques vulnérables, on tente soit de les enlever, soit de les remplacer par d'autres qui sont stables vis-à-vis de ce processus oxydatif. C'est ainsi, par exemple, que le groupe méthyle d'un médicament antidiabétique, tolbutamide, a été remplacé par un atome de chlore, qui, ce produit, ce qui a produit la chloropropamide, dont la demi-vie est bien plus longue. OK. Et voici le médicament, tolbutamide. Donc, nous avons ce groupe méthyle qui a transformé en acide carboxylique. Donc, ça qui va faciliter l'excrétion rapide du médicament. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a remplacé ce groupe méthyle par un atome de chlore, et tout en sachant que le groupe méthyle, eh bien, lui-même, il gagne même volume avec le chlore. Donc, chlore, c'est 7 électrons, CH3, c'est 7 électrons aussi, ouais. Donc, c'est monovalent, même volume dans l'espace, ce sont des bioisosters, donc il n'y a pas de problème à remplacer un groupe méthyle par un atome de chlore. OK? Maintenant, là, qu'est-ce qu'on nous montre ici? On montre nous et que dans composé ça, nous gagnons un groupement méthyle qui est lié à un cycle benzénique. Donc, lors du métabolisme de ce médicament,
mais le groupe méthyle est transformé en acide carboxylique. Donc, les cycles benzéniques aussi, c'est siège de C-hydroxylation. C'est-à-dire que lors des cycles benzéniques, lors du métabolisme des médicaments, mais, et, donc, un groupement hydroxyle capable d'ajouter ce cycle benzénique là, rendant ainsi le cycle, la molécule, le médicament plus polaire, donc ce qui va faciliter son expression. Donc, songez ça, plus la molécule est polaire, donc plus l'expression sera rapide. Et pas bon comme ça. Plus l'expression est rapide, donc c'est moins médicaments à rester dans l'organisme. OK? C'est plus la durée d'action est courte. La durée d'action est courte, ça veut dire que on parle de médicaments plus souvent. Donc, au médicament, on va 4 et 6 fois par 6, 8 fois par jour, sont médicaments qui ont une durée d'action très courte. Mais un médicament qui va 2 fois par jour, donc sont médicaments qui ont une durée d'action qui est longue. Donc, la durée d'action est liée au métabolisme du médicament. Déplacement des groupes chimiques, enlever ou remplacer un groupe qui est métaboliquement vulnérable est une solution envisageable si le groupe en question n'est pas impliqué dans des interactions liantes de toute première importance avec la cible du dit médicament. Par contre, si ce groupe est capital pour assurer la liaison du médicament à son site de fixation, il faut alors envisager une stratégie différente. Deux solutions sont possibles. Soit envisager de masquer le groupe vulnérable de manière temporaire, c'est-à-dire que le médicament est transformé en un pro-médicament, soit on tente de déplacer ce groupe sensible vers un autre endroit du squelette moléculaire. OK, donc là, on va s'arrêter ici. Donc, dans le prochain cours, donc, nous reprenons cette partie pour que nous allons parler de pro-médicaments, donc une partie très importante et de ce cours. À la prochaine.